Les souvenirs, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous obtenez un palmarès, vous êtes avec les Barjots, vous êtes sur un podium à Barcelone, donc un truc unique, c'est génial, c'est indescriptible, avec une médaille autour du cou. Mais nous, on a peut-être eu la chance, ça j'en suis persuadé, d'avoir connu les deux mondes. Le monde vraiment amateur, où on bossait, on s'entraînait moins, bien entendu, au tout début. Mais on y croyait à fond, on faisait des choses à fond avec une bande de potes. Et le passage justement au monde professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Chebassier et j'écris à la main les 30 249 noms des médaillés olympiques depuis 1896. Cette grande fresque fera une fois terminée 130 mètres de long et je rajouterai pendant les Jeux de Paris 2024 les noms des nouveaux médaillés olympiques. Et pour la première fois, j'ajouterai aussi ceux des médaillés paralympiques dont la base de données n'existe malheureusement pas. Je souhaite rendre hommage à travers ce projet artistique à tous ces athlètes qui s'engagent et donnent tout ce qu'ils ont pour vivre l'aventure des Jeux. Ils consacrent ce qu'ils ont pour moi de plus précieux, leur temps. J'ai longtemps écrit le nom de personnes décédées, et une fois le nom du premier médaillé encore en vie inscrit, j'ai eu envie de partager ce moment d'écriture avec les vivants. Vous écoutez le podcast Amateur, qui vous partage dans chaque épisode ma discussion avec un médaillé olympique que je rencontre chez lui ou par téléphone pour écrire son nom en sa présence, et qui me raconte son histoire, celle de sa médaille et celle de son sport. Je découvre que ces médaillés ont tous un point commun avec vous, auditeurs. L'amour du sport. Ce sont donc comme vous, des amateurs. Et pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Frédéric Pérez, handballeur et médaillé de bronze en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone avec l'équipe des Bronzés, qui deviendra celle des fameux Barjots et remportera la première médaille olympique de l'histoire du handball français. Ils nous racontent leur épopée olympique sous la houlette de Daniel Constantini, grâce au travail acharné et à l'esprit d'équipe de tous ses camarades. Il détaillera la spécificité du rôle et du caractère du gardien de but, et il nous racontera comment il a vécu la transition du handball de l'amateurisme au professionnel, avec des exemples signés Jean-Claude Tapie qui utilisait les mêmes méthodes que son frère Bernard Tapie. J'ai passé toute mon enfance, on va dire, et puis mon adolescence à Thonon-les-Bains, donc près d'Annecy, près du lac Léman, où j'ai découvert le sport. J'ai fait beaucoup de judo, justement, avant de découvrir le handball tardivement. Et il y avait un club, après des concours de circonstances, c'est souvent ça dans la vie. Le mercredi, il y avait des compétitions de handball. Et j'aimais bien tout ce qui était poste de gardien de but, que ce soit au foot, que ce soit au handball. Et puis il manquait un jeune. Et puis ce jour-là, j'ai dû pas être trop mauvais, puisque l'entraîneur de l'équipe première, déjà, c'était un club, une petite ville de 20 000 habitants, 25 000 habitants, Thonon-les-Bains, là, qui m'a repéré et qui m'a ordonné, j'allais dire, c'est le cas de dire, de venir à l'entraînement. Puis c'est comme ça, à 15 ans, que j'ai commencé à faire du handball, tout en continuant à faire du judo. Je sais qu'à un moment donné, j'ai caché pendant 6 mois le fait de faire du judo. Donc, j'allais faire du judo en première partie de soirée, j'allais dire. Ensuite, je m'entraînais au handball. Et puis, mon père, à un moment donné, a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis, il a vu ma photo dans le journal une fois, là. Et donc, à partir de là, j'étais à saturation par rapport au judo parce que c'est un sport qui me plaisait beaucoup, mais qui était énergivore, on va dire. Okay. Donc, il fallait basculer sur des sections sportives à Lyon ou à Grenoble, parce que Thonon-les-Bains, c'est une petite ville, comme la Haute-Savoie est très enclavée, on va dire, à part Annecy. Donc, il fallait faire le départ. Puis c'est comme ça, un concours de circonstances, que j'ai mis les pieds dans un club qui était déjà en 2e division. Et puis, c'était plus facile, entre guillemets, d'accès. Il y avait moins de strates, il y avait moins de hiérarchie. C'est-à-dire que soit on jouait en équipe réserve, on va dire, en régional, soit on intégrait le collectif de 1re division. Donc, j'ai commencé comme ça à Thonon, où j'ai fait, je sais plus maintenant ça commence mais j'ai fait 2 années en 2e division et 2 années en 1re division, justement. Et puis après, à l'âge de 18 ans, je suis parti faire mes études à Grenoble, donc à 200 km de là. Et la 3e année, donc pendant 2 ans, je revenais le mercredi avec des copains dans une vieille Diane pourrie, j'allais dire, où et je faisais 200 bandes pour pouvoir m'entraîner le mercredi et puis repartir le lendemain pour être à Grenoble en cours. Et ça, avec des souvenirs extraordinaires quand même, ça aussi. Et puis après, quand même, je suis allé dans un club de 1re division avec lequel je m'entraînais à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. Après, j'ai fini mon cycle d'études, donc j'ai été au bataillon de Joinville, c'était le corps des armées qui réunissait tous les athlètes, on va dire. Donc ça, c'était super parce qu'on se retrouvait sur une année d'armée à faire une demi-matinée, j'allais dire, de classe militaire et puis tout le reste de temps de s'entraîner. Tout sport confondu. Donc c'est super parce qu'il y avait aussi bien l'année où je suis rentré, par exemple, c'était Yannick Noah qui avait gagné le Roland-Garros en 83. C'était l'époque des Forgets, le Comte, etc. On trouvait aussi bien des sportifs très connus, très fortunés, parce qu'il y avait aussi des footballeurs, que des rugbyman, que des athlètes, que des gymnastiques. Et ça, c'était super, parce que tout le monde était à la même enseigne. On était en Joinville à Fontainebleau, et c'était très pratique pour toutes les fédérations, parce que c'était une année de stage complet avec une génération d'âge, quoi. Donc ça, je suis parti tout de suite, et puis tout en jouant après à Paris. Donc j'ai été muté à Paris, où je suis resté une dizaine d'années.
d'abord dans un super club qui était très titré. Je me demande si avec Ivry-sur-Seine, c'est pas encore le club titré qui s'appelait la Stella Saint-Maur. Là aussi, avec un système avec d'excellents joueurs très jeunes, comme moi à l'époque, mais avec un passé historique très très glorieux, parce que c'était un club qui a été très fort, mais qui avait pas de publicité. Comme je disais, c'était le passage encore du monde amateur au monde professionnel. Après, à 88, je suis parti à Créteil. J'ai franchi un pont parce que Saint-Maur et Créteil, dans le Val-de-Marne, sont séparés par un pont. Et là, j'ai vu apparaître un individu qui s'appelait Jean-Claude Tapie, frère de Bernard Tapie. Okay. Voulu faire la même chose, donc ça coïncide aussi à l'apologie après, je veux dire de 93, lorsque l'OM football a été sacré champion d'Europe, le seul titre. Nous, on était juste avant, on va dire. Il y a eu l'époque Vitrolles avec Tapie quand il est parti de Créteil. Et pendant 4 ans, j'ai eu Jean-Claude Tapie, donc avec des salaires qui étaient multipliés par 4, par 5, par 6. Une grosse période, on va dire, où Tapie, Jean-Claude, donc a fait comme son frère, a fait un recrutement au standing avec un tas de réseaux du style Charles Bietri, qui était quelqu'un d'éminent, journaliste à Canal+, et on a commencé à faire des matchs télévisés, avoir des sponsors particuliers, etc., etc. Ça, c'était Créteil, la grosse époque, on va dire. Voilà, 88. Alors donc, on avait eu la malchance d'être deuxième, parce que pour Tapie, c'est vraiment un déshonneur que d'être deuxième d'un championnat. Et dès l'année d'après, on a été champion de France, on a gagné la Coupe de France, on a été finaliste de la Coupe d'Europe. C'est la première fois que ça arrivait à un club français. Bref, voilà. Parallèlement, avec l'équipe de France, on a eu donc un individu d'origine italienne, Daniel Constantini, qui a été bien sûr le précurseur de tout ce qui s'est passé après. Et avec un plan fédéral pour qu'on se qualifie d'abord dans un premier temps en 90 pour un mondial A, parce qu'il y avait 3 catégories de mondiaux, okay. B, C. Et quand on est passé donc en mondial A, on a eu la chance d'être aux Jeux Olympiques en 92. Et ça veut dire que conjointement, on avait une quantité d'entraînement qui était vraiment extravagante, qui était très 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 importante avec Daniel Constantini. La préparation de Barcelone, on l'a fait à Banyuls, dans un centre de vacances à l'Aquitaine, au milieu de tous les touristes. Et ça, c'est des souvenirs qui sont super aussi. On a fait une préparation pareille dans un centre de vacances à Istres, où on s'entraînait comme des malades, pratiquement 6 heures par jour, 6-8 heures par jour. Donc à la fois l'avènement d'un club comme Créteil, avec Tapie, avec tous les moyens nécessaires, avec un confort extraordinaire pour s'exprimer sur le plan matériel, tout simplement. Hein. Comme je dis, on avait le Palais des Sports de Créteil, qui est le même actuellement, là encore. Georges Brombe, qui était complètement à notre disposition, le centre de mise en forme juste à côté, tout le confort pour pouvoir s'entraîner comme on voulait, le jet privé du frère de Bernard Tapie pour aller faire un stage en Allemagne et pour être à l'heure pour jouer Villeurbanne le week-end en championnat. Enfin, là-dessus, c'était des conditions qui étaient énormes. Et en plus, avec une somme de matchs incroyable, je crois qu'on a fait plus d'une centaine de matchs amicaux en compétition avec Daniel Constantini, notamment contre les super nations. Donc l'écart s'est réduit, bien entendu. Ce qui devait arriver est arrivé quand même. C'est-à-dire qu'on a réussi à se qualifier pour le mondial en 90 et qui a débouché aussi sur une qualification aux Jeux Olympiques en 92. Donc c'était vraiment le gros départ de toute aventure qui a suivi, puisque nous on était au départ, donc on a connu les méandres, encore une fois, des stages au fin fond de la Bulgarie, dans une salle qui n'était pas chauffée, des hôtels sous-étoilés, et c'est là que l'avènement des bronzés, dans un premier temps ce qu'on appelait les bronzés, puis ensuite les barjots, est arrivé. Okay. Que quand vous mettez 20 gugus dans un VVF à Istres avec une télé dans une salle, etc., et à défaut d'être dans le confort, ça solidifie un groupe et on a des souvenirs qui sont extraordinaires, quoi. Voilà, le fait de se retrouver comme ça. Et pour rien au monde, vous pourrez interroger n'importe quel gars qui a été un barjot, ce qu'on appelle de cette génération-là. Les Stocklin, les Munier, les Cardan, les Paul, les Perreux, etc., les Portes. Ils vous diront que pour rien au monde, ils échangeraient, un palace 5 étoiles contre les souvenirs qu'on a eus, comme je dis, sur des lits jumeaux à Istres avec une piste d'athlétisme juste devant nous et des stages à Rallonge. Donc ça, c'est des super souvenirs, quoi. C'est toute une génération. Donc c'était Philippe Médard, c'était Philippe de Bureau, c'était, comme je vous ai dit, il y en a qui ont continué un peu plus, bien entendu, hein. Charles Vol, Gardan, Perreux, Munier, Latou, Stocklin, voilà, tous ces gens-là qui ont été les précurseurs. Alors l'histoire des barjots, c'est effectivement, c'était un ensemble de joueurs, de gars complètement déjantés. Encore qu'il y en avait qui étaient bien entendu plus barjots que d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que des gens qui aimaient bien la fête, mais une fois que les compétitions étaient finies, parce qu'on est certainement au jour d'aujourd'hui les handballeurs qui sont le plus entraînés au monde, je vais dire presque, avec sous des rapports un petit peu fantasques entre guillemets. Ouais. Il y avait une quantité de travail qui a été extraordinaire, quoi.
Donc le style de stage, par exemple avec Daniel Constantini, c'était à Istres, c'était lever avant le petit déjeuner, vous faisiez 1 heure de dojo de judo avec des pompes, des abdos, des tas de trucs comme ça. Ensuite on allait déjeuner, ensuite il y avait séance de muscu, séance de piste, hein, et puis on terminait par exemple sur 1 heure de shoot de tir, ça c'était pour la matinée, sieste crapuleuse bien entendu, entraînement à Istres, donc dans un autre gymnase de 16h à 18h, et le soir match d'entraînement. Donc bon, vous imaginez bien dans l'état où on était, mais bon, ça nous a forgé, quoi. Ça, voilà. Et puis surtout, voilà, la caractéristique de tous ces gens qu'on a appelés barjots, c'est un mental de folie avec des gens moins jeunes qui nous doutaient de rien. Et quand on a réussi à se qualifier, pour Barcelone, on y allait d'abord, on était la dernière équipe à se qualifier. Là aussi, tout le monde, notamment l'Espagne en ouverture, nous prenait un peu en se disant, bon bah, je me rappelle d'articles espagnols en disant, parce que je parle espagnol et je dis espagnol, bien sûr, qui disait, bon bah, attention, ouverture contre les Français, ne dépensez pas trop d'énergie parce que vous allez jouer la Russie dans 3 jours. Ça s'appelait la CEI. On a réussi à changer plusieurs fois d'étendard. Bon, ben nous, quand on est arrivé, on était les derniers, donc le kiné dans les appartements qui n'étaient pas prêts, ben, le kiné il a dormi dans une cuisine. Daniel Constantini, je sais pas où il a dormi. Enfin bon, bref, c'était à peu près. Par contre, tous les portraits des joueurs espagnols étaient affichés dans les chambres, etc., etc. Et quand on a joué les Espagnols, on a réussi à taper les Espagnols chez eux, quoi. Et voilà. Et donc on a failli battre les Russes, et puis on a fait une médaille de bronze. À la fois inespéré, mais dont le groupe ne doutait pas un seul instant. Il y avait presque même des regrets d'avoir perdu contre les Russes d'un but, simplement là-dessus. Alors après, avec des comportements, certains se sont décolorés les cheveux, d'autres se sont rasés la tête, d'autres, voilà. Moi, personnellement, j'avais un beau-père qui était cardiaque, donc je me suis pas coupé les cheveux pour pas lui faire peur. Là, il y avait plusieurs caractères. Il y avait aussi des copains comme Jean-Luc Thibault, par exemple, qui était assez introverti, etc. Donc il y en avait pour tout. Laurent Mullier qui était complètement, lui, extraverti, Jackson Richardson aussi. Enfin, vous voyez, il y avait des caractères complètement différents, mais par contre, des guerriers, des gladiateurs sur un terrain, et ce qui a permis d'avoir une aventure. Même maintenant, là, pour ceux qui ont continué plus et qui ont même été champions du monde par la suite, quand on vous dit quel est le meilleur souvenir, bon, bah, ils répondent pratiquement spontanément, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Parce qu'encore une fois, on partait de très loin, et puis c'est une aventure humaine. Donc voilà, moi de toute façon j'ai intégré, c'est-à-dire que même pendant que j'étais en équipe de France, j'ai fait une première pige en 85 sur un remplacement, puis après à partir de 87 jusqu'en 93, 94 on va dire, parce qu'on était à disposition, on avait fait quelques matchs. J'ai toujours continué à être prof ou à la disposition du sport scolaire. Donc c'est ça qui était super, c'est qu'on conservait notre statut. Maintenant, j'allais dire presque nos points en retraite, même si on n'y pensait pas à l'époque. Enfin, notre avancement, etc., etc. Et puis avec une sécurité, parce que encore une fois, si jamais en cas de blessure ou de je sais pas quoi, ben on retrouvait tout de suite, on avait toujours ce poste-là. Entre moi, mon poste de prof de gym, où bon, on gagnait pas forcément des piliers décents, mais le salaire, comme je dis, 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieur à un prof de gym à l'époque par Jean-Claude Tapie, qui était à Créteil. Ben, on a traversé aussi une période dorée sur 4-5 ans, on va dire, et qui a fait qu'après, bon, il y a eu des clubs en faillite. Jean-Claude Tapie de Créteil est parti à Vitrolles, le super club de Vitrolles avec toutes les stars, hein. Je veux dire françaises et étrangères, où ils ont gagné la Coupe d'Europe en 93, la même année que le foot. Okay. Par contre, après, le danger, c'est qu'avec des personnages comme ça, qui ont beaucoup de charisme, qui ont beaucoup de choses, c'est que quand ils partent, on dit comme les moutons, c'est-à-dire qu'il reste plus rien et il n'y a plus d'herbe. Il y a des anecdotes, par exemple, nous, on avait sur le maillot, on avait RMC, par exemple, à Créteil. Ouais. Parce que l'OM avait RMC. Quand Tapie a démissionné, séparé comme un voleur, les dirigeants, on va dire, l'Amérique, etc., de Créteil, qui était une ville très sportive à l'époque, ont voulu renégocier un contrat avec RMC. Et les gens de RMC, qui étaient dans le sud de la France, je crois que ça n'était pas encore jusqu'à Paris. On lui a signifié, mais j'ai jamais eu de contrat à RMC, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le revers de la médaille, c'est la face cachée la face sombre des tapis, on va dire. Donc quand ils partent, généralement derrière, c'est la Bérésina, comme on dit. Et puis voilà, donc le club, le Créteil, a failli partir. Et moi, justement, 2 années avant les Jeux Olympiques, j'étais contacté par Gagny, qui était là aussi le club, on va dire, de référence, avant que j'arrive, qui avait eu un passé très très riche, qui avait été champion de France la même année chez les filles et chez les garçons, qui avait un gros palmarès là-dessus. Et je suis parti parce que je sentais que j'avais fait mon temps à Créteil et que justement la situation n'était pas claire. Et ça m'a permis d'avoir un gros temps de jeu sur Gagny pendant 3 années. Voilà, de faire les Jeux Olympiques, championnat du monde. Et après, comme j'ai dit, j'ai fini en 94. Je me suis fait accrocher par les gens de Toulouse que je connaissais bien, mais là c'était vraiment de l'affect et de l'humain, parce que justement le gymnase dont je vous parlais là qu'on va inaugurer, c'était un monsieur qui s'appelait Jean Weber,
et qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui était entraîneur, humaniste, peintre, etc., etc. Et la rencontre que j'ai fait avec lui lors de rencontres scolaires, lui il était à Toulouse, justement, déjà à Raymond-Nave. Ça a été quelque chose de super. Et bon, on a fait on va dire comme les paysans, les montagnards, ou je sais pas quoi, on s'est tapé dans la main comme un contrat pour vendre, vous voyez, je veux dire, pour vendre du bétail, etc. En disant, ben voilà, lui m'a dit, je suis garant de ta venue avec ta famille à Toulouse. Et puis moi j'ai dit banco, quoi. Donc je suis arrivé, j'avais un petit garçon. Et donc je suis arrivé à Toulouse comme ça, pas du tout avec les mêmes conditions financières, bien entendu, mais avec un poste qui m'était réservé, justement, au lycée Raymond où je suis actuellement. Vous voyez, donc ça fait 2003, on va dire. J'ai fait un peu de tourisme éducatif, ce qu'on appelle des remplacements à l'année, etc., etc. Et puis ensuite, j'ai intégré en 2003. J'ai remplacé cette personne-là au lycée Raymond. Donc depuis 2003, on va dire, je suis au lycée, je suis enseignant au lycée Raymond, qui est un lycée qui est très sportif, qui accumule les titres de champion de France, que ce soit en natation, que ce soit au handball, que ce soit en volley, par exemple, là, où les filles sont allées faire un championnat du monde en Serbie il y a un mois de ça. Donc, quand je suis arrivé ici, bon, j'ai fini ma carrière. J'ai entraîné beaucoup d'équipes de jeunes du club. J'étais adjoint aussi pendant pas mal de temps des équipes de France junior. Donc ça, c'était sympa aussi parce que je me libérais pendant les vacances scolaires, mais surtout l'été pour disputer un championnat d'Europe ou un championnat du monde là-dessus avec des entraîneurs que je connaissais qui se renouvelaient. D'ailleurs, il y avait un entraîneur phare, Monsieur Petit-Gérard, là. Puis après, on tournait un petit peu au niveau des effectifs. Donc ça a permis d'être au haut niveau, on va dire, de la catégorie. Donc les Valentin Porte, par exemple, les Quentin Mahé et Mathieu Gréby. Bon, ils ont fait partie d'une génération, par exemple, qu'on a eu des Bonnet de Nîmes, le gardien de but, c'est une génération qu'on a vue dans les moins de 21 ans, par exemple, au fur et à mesure s'aguerrir pour aller plus haut. Okay. J'avais ça l'été. Et puis après, j'ai entraîné mon fils à commencer à faire du handball. Donc j'ai aussi entraîné beaucoup de jeunes des catégories de moins de 15, moins de 13 jusqu'au moins de 18. Et puis voilà, quoi. Donc avec cette envie, pareil, d'être un petit peu autonome, c'est-à-dire que bon, l'entraînement, effectivement, il y a eu même si je reste encore assez boulimique, on va dire, assez dynamique, j'entraînais toute la semaine à la fois au lycée, puis même 3 ou 4 fois par semaine les jeunes du club, plus les déplacements le week-end, etc. Donc ça me convenait. Bon, maintenant, j'ai pris un petit peu de recul, mais ça m'empêche pas d'entraîner à la fois le pôle 2 fois par semaine et puis 4 fois la section sportive au lycée. Donc je suis toujours dans ce rythme-là, qui me convient bien, mais tout en faisant la part des choses. C'est-à-dire que bien pris conscience, mais depuis très longtemps, qu'il y avait autre chose aussi que le handball dans la vie et que il n'y a pas forcément des priorités, mais c'est très important d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres cultures, de côtoyer d'autres gens. J'ai eu quelques problèmes familiaux de séparation, etc. aux alentours des années 2001. Et quand les portes se sont refermées, parce que malheureusement, les séparations se passent toujours comme ça, ça m'a permis de découvrir des milieux complètement différents, avec des personnes qui n'étaient pas du tout sportives ou handballeuses, des personnes de milieux complètement différents, et ça requinque complètement. Ouais. C'est quelque chose qui me tient à cœur même maintenant. Côtoyer d'autres univers. Bon, après, là où je m'éclate encore à mon âge, c'est que là, je viens de me faire, je suis parti avec des filles, comme je vous ai dit, à Vesoul, où on s'est tapé 1500 kilomètres, où on n'est pas forcément dans des conditions super, mais où on s'éclate, quoi. Le fait d'être avec des jeunes, c'est que quand vous allez au boulot, même si vous avez vos problèmes particuliers et tout, vous pouvez pas arriver avec une tronche de croque-mort, j'exagère à peine, et que quand vous êtes avec les jeunes, ils vous boostent autant que vous essayez de les booster, quoi. J'avais 2-3 questions pour vous. Bien sûr. Je me disais, grosso modo, la méthode tapis, c'est on met le logo RMC sur le maillot, mais on n'a pas signé de contrat. Très sincèrement, l'avantage, quand vous êtes, nous ça est arrivé. Alors lui, c'est le frère aîné, Jean-Claude Tapis, celui qui était président de Créteil. C'était le frère aîné, et c'est en fait celui qui est dans l'historique, c'est lui qui a repris la boîte de camions frigorifiques, une très grosse boîte à Créteil, juste à côté, du papa. Bernard Tapis, c'est le frère cadet. Par contre, si vous les aviez au téléphone, c'est la même voix. Bon, Bernard était un peu plus beau, on va dire ça comme ça, un peu plus de prestance, mais c'était les mêmes. Et donc, comme Bernard Tapie, était en plein move, comme ça, Jean-Claude, bien entendu, il a fait du mimétisme, entre guillemets, avec son frère, on va dire, ou du moins, il a essayé de transposer dans un petit sport, par rapport au foot, les méthodes du foot. Ouais. Le gros avantage c'est ce qui transparaît au foot avec Bernard Tapie aussi, c'est que c'est des meneurs d'hommes. C'est des types, ils ont un charisme fou, c'est vraiment des meneurs d'hommes. C'est des types, ils vous vendent, comme le Bernard Tapie, ils vont vendre des boutons de manchette et puis ils vont faire fortune avec. Donc, c'est des gens qui sont très forts, et c'est pas péjoratif, au contraire, c'est leur qualité, qui sont rassembleurs, qui sont des meneurs, qui sont des leaders, etc. Par contre, après, comme Bernard Tapie, le frère, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, surtout quand ils partent, c'est-à-dire que ils font fi de l'historique d'un club.
club. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais le type qui était à la buvette, ça fait 15 ans qu'il donne un coup de main à la buvette, ben, du jour au lendemain, il se retrouve rayé des listes parce que Tapi, il est venu avec son équipe, je vais dire, complètement dirigeante. Et quand c'est parce que eux, ils veulent, moi, je me rappelle, on avait une équipe fabuleuse, quoi. Je dis, la première année, on a fini deuxième. Oula, c'était un malentendu. Donc, ça veut dire qu'il a recruté 2-3 gars qui étaient en équipe de France, Pascal Mahé qui était avec moi, voilà, il a pris un des meilleurs joueurs du monde à l'époque, qui s'appelait Mile Isakovic, qui était un ailier arrière, qui était monstrueux. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'en un an, déjà, il a pris, lui, il s'en fout de la formation. C'est un alibi, ça. On avait 2-3 petits jeunes qui se débrouillaient bien. Bon, c'était pour faire le bout du banc. Une anecdote aussi, c'est que on avait des primes de match. Ouais. Les primes de match étaient capitalisées. Et c'était uniquement, alors à l'époque on jouait à 12, alors que maintenant on joue à 14, voire même à 16 des fois. Donc c'était les 12 qui étaient sur la feuille de match qui touchaient une prime. Et je vous dis pas, l'entraînement, je peux vous dire que c'était pire qu'en match. Parce que fallait être aligné le week-end, sur certains postes, il fallait être aligné le week-end. Et ils jouaient là-dessus. Et non seulement ils jouaient là-dessus, c'est que les primes, on les touchait pas directement, ils les capitalisaient. Donc ça veut dire que si l'objectif c'était de finir deuxième, mettons minimal, l'objectif deuxième, bon bah vous touchez mieux aux primes en juin. Si jamais vous finissez troisième, vous perdez toutes les primes. Et si vous jamais vous étiez premier, bah éventuellement il y avait un petit voyage à Marrakech avec les familles, pourquoi pas en plus. Donc ça c'est la stratégie, d'entreprise. Hein. Ouais, bah. Parce que je me rappelle avoir été champion de France à la dernière journée, on était ex-aequo, bon on savait qu'on allait être champion de France au Colavérage, etc. Je peux vous dire que jusqu'à la dernière minute du dernier match, l'équipe ça cavale. Hein. Et quand vous avez le 13e qui se retrouve sur le banc, ou plutôt dans les tribunes le week-end, et ben il a perdu. Alors c'était à l'époque, je sais pas, mais c'était déjà cumulé, je sais pas, c'était 1000 francs, 1500 francs, puisque c'était des francs, mais multiplié par 4 matchs dans le mois, voilà. Donc ça, c'est du tapis. C'est de mettre des primes de match capitalisées, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment de la stratégie Bernard Tapie, Jean-Claude Tapie. Okay. Comme je vous ai dit, le sketch, c'est les premières années, par exemple, où parce que Charles Bietri, c'était un journaliste, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'était un précurseur, il est très connu. Bon, c'était un journaliste sportif de très grosse qualité et qui était à Canal+ au départ. Donc, il avait son réseau. Donc, ça veut dire que, par exemple, c'est les premières publicités, donc les premiers matchs télévisés, vraiment télévisés, sur Canal+, que nous. Il y avait que Créteil. Voilà. Il y avait l'équipe de Canal+ qui allait nous filmer en Allemagne, qui revenait, etc., etc. C'est quand même au-delà de ces, entre guillemets, magouilles, du moins bricolage, vous voyez. Bon, c'était vraiment en tant que sportif, c'était super parce qu'on avait toutes les conditions pour s'exprimer. Ouais, c'était royal. Après, malheureusement, il se barre, quand vous êtes en stage d'équipe de France, on vous annonce que Tapie a démissionné et qu'en gros, vous démerdez avec les contrats, qui deviennent caducs, quoi. Par exemple. Voilà. Ça, c'est du Tapie. Et après, les souvenirs, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous obtenez un palmarès, vous êtes avec les Margeaux, vous êtes sur un podium à Barcelone, donc un truc unique. Ça, c'est génial, c'est indescriptible, avec une médaille autour du cou. Et ça peut être, je sais pas, le premier match que j'ai fait en première division, à Thonon-les-Bains, voilà, sans signification particulière. Donc, nous, on a eu, c'est presque une chance. C'est vrai que des fois on se dit j'aurais pu être peut-être vraiment handballeur professionnel comme maintenant, avec pas d'avantage, etc. Mais nous on a peut-être eu la chance, ça j'en suis persuadé, d'avoir connu les deux mondes, le monde vraiment amateur où on bossait, on s'entraînait moins, bien entendu au tout début. Mais on y croyait à fond, on faisait des choses à fond avec une bande de potes. Et le passage justement au monde professionnel où c'est pas présomptueux de dire que l'équipe de France qui a été championne du monde en 95 et qui le méritait, ils le doivent aux prédécesseurs, quoi. C'est tout à fait logique. Comme moi, je dois aussi le fait d'être arrivé au handball, au fait qu'à Thonon-les-Bains, il y avait une équipe qui est de bon niveau déjà, et puis un entraîneur yougoslave qui m'a alpagué, qui m'a pris par le collet, qui m'a dit toi, je veux que tu viennes à l'entraînement, voilà. Pourquoi un jeune aujourd'hui, enfin, je cherche aussi un peu à la typicité des sports, et donc pourquoi aujourd'hui un jeune, il s'inscrit au hand plutôt qu'à un autre sport collectif comme le foot, le rugby, le volley. Qu'est-ce qui fait un peu la typicité de ce sport? D'abord, il faut se battre parce que moi, je pense qu'il y a un attrait. Alors, d'abord, c'est que on est quand même si il y a des progrès, le handball est complètement sous-estimé parce que quand tu penses que la première médaille, justement, c'était en 92, où on a gagné cette première médaille et que depuis, j'ai même pas compté, et depuis 92, on est 2 fois champion olympique, je sais plus combien de fois champion du monde, on a des stars planétaires comme Omeyer, comme Narcisse, comme Karabatic qui va arrêter et tout. On est quand même sous-évalué, sous-estimé parce que le sport en France, déjà, tu vois, il est quand même assez cyclique. C'est-à-dire que le foot a une place énorme.
Nous, par exemple, tu vois, à Toulouse, bon, c'est le rugby. Et d'ailleurs, ils se le méritent. Ils se le méritent parce que c'est tous des gars qui sont très accessibles, qui sont très humbles. C'est encore un sport où t'as pas un type, tu vois, un rugbyman marquer un essai, ou tout le fait d'être très, très content, ou tu auras jamais un comportement de footballeur, de choses comme ça. Mais nous, par exemple, notre sport sur Toulouse, c'est vraiment le rugby. C'est vraiment le rugby de par tout ce qui transporte, etc., etc. Ouais. Même si tu as un club de foot qui est le TFC, où les gens s'emballent très vite, où tu vois, ils gagnent 3 matchs de suite et tout, où ça va être rempli. Donc c'est voilà. Donc en fonction des régions, de toute façon, tu as vraiment une grosse entité. C'est-à-dire que et c'est tout leur mérite aussi. Mais je veux dire, un jeune qui commence à avoir des capacités physiques, des capacités de vitesse, d'évitement, de choses comme ça, ben, tu peux être sûr que la maille du rugby va les chercher. Ouais. Chez nous, tu vois, voilà. Donc après avec des clubs satellites, ils font très bien ça. Ça c'est très bien foutu. Outre le nom, tu penses bien qu'un gamin qui fait du rugby, il a envie d'aller au stade, par rapport à tout ce qu'il voit. Et puis ça reste, même si le rugby maintenant il commence à se répandre, il y a un club en Bretagne, il y a des trucs comme ça, etc. Vannes, enfin bon bref, tu vois, ou Clermont, tout ça. Bon, ça reste quand même très régionalisé. Donc en fonction d'où tu es, d'où tu habites, des réseaux que tu vois, des images. Par exemple, il y a un lobbying du rugby, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, maintenant, t'as 3 matchs de rugby par semaine, quoi. T'en as un le dimanche soir, enfin bon, j'ai une belle-mère qui a 88 ans qui a fait du rugby, elle s'enquille 3 matchs par week-end, tu vois. Donc, il y a une exposition qui est énorme. Donc ça joue par rapport à ta question, tu vois. Ouais. Nous, je pense qu'on a quand même un retentissement qui est assez important encore dans les sports de salle. Et puis, ce que j'allais te dire, c'est que bon, les grands sports sont toujours là. Tu auras toujours le foot, comme je te dis. Tu auras le rugby régionalisé. Puis après, tu sais, après, il y a quoi? Après, on marche de façon cyclique. C'est-à-dire que le Tour de France, donc pendant un mois, on va penser qu'au vélo. Sauf que quand le Tour de France il a fini, à part les initiés, bien sûr, mais je veux dire, une fois que le Tour de France est fini, pof, on passe à autre chose. Dans une semaine, on va passer à Roland-Garros. Ouais. Entre guillemets, aussi, tout le monde va être devant Roland-Garros. Et sauf que, bon, après, t'es un peu Wimbledon, tout ça, mais je veux dire, voilà. Donc, le sport en France, il est vraiment très cyclique, entre guillemets. Il n'est pas complètement inscrit. On fait tout pour les Jeux Olympiques et compagnie. On donne des moyens, on essaie de donner des moyens, c'est très bien aux athlètes qui se préparent, mais on donne pas beaucoup forcément de moyens aux athlètes plus jeunes qui, comme tous les autres étudiants, sont dans la précarité, etc., quoi, tu vois. Donc, ça, c'est quand même important. Là, bon, on est focus sur les Jeux Olympiques. On va se rappeler qu'il y a du, je sais pas quoi, du Superbike ou du pôle, j'en sais rien. Enfin, je dis ça en déconnant. Ouais. Qu'il va y avoir des activités comme ça qu'il y a du canoë-kayak qui va te rapporter X médailles. On va ressortir les escrimeurs qui va avoir X médailles. Le judo, bien entendu, X médailles. Et puis après, tu vois, fin septembre, on va terminer, on commence avec le foot, la saison de rugby, etc. Donc moi, je suis prof de PS, on fait 2 heures de PS par semaine. Ouais. Dans une classe au lycée. Bah ouais, sauf qu'il y a d'autres pays, c'est 3-4 minimum, tu vois. Donc on n'a pas une culture sportive, on va dire, intrinsèque, même si on obtient des bons résultats. C'est pas simplement la performance, c'est l'éducation. On passe par le sport pour avoir des valeurs, etc. Il y a un truc que je trouve marrant là-dessus, c'est que, donc moi, mon projet, je suis en train d'écrire tous les noms des médaillés olympiques depuis 1896, 30 000 noms. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Et donc dans les classements olympiques, en fait, aujourd'hui, c'est fait par médaille. Et il n'existe nulle part. Donc moi, je peux le faire parce que maintenant j'ai la base de données, mais ça existe nulle part. Vous trouverez pas un seul article sur Internet qui fait ça, qui en fait compte le nombre de médaillés. Et ça pose la question de est-ce qu'une médaille en 50 mètres nage libre d'une personne, ça vaut la même chose qu'une médaille de 12 gars qu'on fait 18 matchs, quoi. Aussi, voilà. C'est le classement des médailles où tu as une part politique, c'est-à-dire que au-delà de la fraternité, machin, etc., qui des fois, va être un peu bidon, on va dire. Il y a une course à la médaille qui est fantastique et qui est très politique, tu vois, où on met en avant une nation dans son dynamisme, dans toute sa splendeur, entre guillemets. Et quand tu vois les tableaux des médailles, t'as sans arrêt ça pendant les JO. Tu vas voir chaque jour au tableau des médailles. Donc, c'est carrément, je veux dire, une course à l'échalote, on va dire, pour se mettre en avant et pour asseoir une supériorité, tu vois, non pas forcément sportive, mais politique sur tel ou tel peuple. Ouais. Tu vois, nous là, moi ça me gonfle d'entendre parler. Oui, on vise tant de médailles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qui est 70 médailles au lieu de 60 ou de 80? Moi, je m'en fous royalement. C'est d'avoir des émotions devant ta télé, c'est d'avoir des émotions dans un stade, dans un plan d'eau, sur un terrain de tennis, etc. C'est ça qui est vachement important. Tu peux avoir 50 médailles. Si les 50 médailles tu les as vues sans que tu étais ému dans ton canapé ou sur place. Ça sert à rien. C'est surtout ce que le sport peut transporter là-dessus, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis comme tu dis, après, de toute façon, la valeur d'une médaille, tu sais, on est bien passé pour le savoir, c'est que les gens oublient très vite, hein. Les gens oublient très vite. Tu vas avoir un gymnaste qui va passer 8 heures par jour à bosser comme un dingue, qui est payé au SMIC pendant qu'il se prépare.
Bon, il va obtenir une médaille, il va évoluer pendant peut-être quelques mois, quelques années, il va s'élever un petit peu socialement. Mais le gymnaste à l'heure actuelle qui gagne une médaille, il va être entraîneur de gymnastique. Ben voilà, point barre. On regarde tout le judo. Bon, t'as une tête de gondole qui est super, hein, très bien, Teddy Riner. Et est-ce que tu te souviens de je sais pas quoi, Bouchard hier, qui est une jeune, là, qui vient d'avoir une médaille d'argent ou je sais pas quoi, un championnat d'Europe. On est dans l'immédiateté en sport. C'est ce qui fait aussi sa beauté, mais voilà, tu te rappelles toujours, tu as quelques souvenirs, mais tu te rappelles surtout de ce qui va arriver ou de ce qui s'est passé de façon très proche. Moi, j'avais un gars qui était dans le cyclisme, il me disait, c'est péjoratif ce que je dis, mais il me disait, tu donnes le billet d'avion en arrivant à l'aéroport, le cycliste, il sait pas se démerder, il sait pas prendre un avion. Il y a longtemps de ça, hein, tu vois. Mais bon, c'est des caricatures. Ouais. Le footeux qui arrive avec sa petite sacoche sous le bras et qu'on lui lave ses chaussettes, ses slips et son maillot de match. Je peux te dire que pendant très longtemps, moi j'avais 2 maillots en équipe de France. Hein. Ouais. On n'avait pas 36, hein, et on était heureux comme ça. En parlant de caricature, moi, on m'a toujours dit que les gardiens au handball, c'était un peu les personnes bizarres de l'équipe. Non, mais t'as pas tort. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, c'est un poste très spécial et il faut être armé. Une des grandes forces d'un gardien de but, c'est le mental. C'est le mental parce que moi, par exemple, il y a 2 places où je voulais être en sport co. Par exemple, en foot. Bon, c'est simple, hein. Et même quand j'ai joué encore, ça m'est arrivé il y a pas forcément trop longtemps de jouer un match comme ça, hein, loisir. Moi, ça m'intéresse pas d'être milieu défensif ou arrière latéral. Moi, quand je joue au foot, c'est pour marquer des buts, même si j'ai les pieds carrés, et les éviter. Donc, le rôle de l'avant-centre qui est pareil, quand tu vois les avant-centres, ils le disent tous, c'est un individu parmi les autres. C'est quelqu'un de très introverti, enfin pas introverti justement, mais un avant-centre qui marque pas dans un match, même si l'équipe gagne, il n'est pas forcément content à 100%. Un gardien de but, ce qui fait la beauté d'un gardien, ce qui fait la spécificité, la gratitude, mais aussi la beauté d'un gardien de but, c'est que c'est toi qui le résultat du match est très très souvent imprégné de ta performance. Moi, par exemple, quand je te dis, j'ai commencé en Haute-Savoie, j'étais très attiré par les postes de gardien de but. C'est-à-dire que j'ai longtemps, je me suis fait plaisir, par exemple, garder un but de foot aussi, en même temps, avec les potes. Tu vois? Je te dis, c'était soit avant-centre. Tu fais un petit match entre les potes, là, c'était soit gardien de but, soit avant-centre. Fallait pas que je joue autre part, hein. Non, c'est pas possible, tu vois? Par exemple, il y avait du hockey sur glace. Tu sais, en Haute-Savoie, enfin bon, notamment, quoi. Enfin bon. Donc, quand j'ai fait mes études à Grenoble, d'abord, il y avait l'équipe, les brûleurs de loups, tu vois, il y a des noms qui me reviennent, ils avaient tous des noms comme ça. Donc, à Grenoble, ça s'appelait les brûleurs de loups. J'allais voir des matchs, je focalisais sur le gardien de but. Je sais pas si t'as déjà vu un gardien de but de hockey sur glace avec tout l'arnachement qu'il a sur lui, là. Ouais. On dirait un Golgoth avec les jambières, les casses, machin. Ça me plaisait. Donc, tu vois, j'ai toujours été attiré par ce poste. Et puis, ce qui fait le truc, c'est que c'est un individu parmi les autres, hein. Parce que là, comme je t'ai dit, mentalement, toi, il n'y a pas le copain qui joue sur le champ, il peut être performant dans un secteur et pas du tout dans l'autre. Et il contribue franchement t'es pas bon en attaque, par exemple, tu loupes des choses, et tu peux compenser par une super défense. Généralement, nous, le rapport qu'on a, c'est d'arrêter le maximum de ballons, ou éventuellement maintenant dans le jeu moderne, tu vois, d'être contre-attaquant, d'avoir une super relance, ça c'est très bien. Mais bon, t'as des fois des grands moments de solitude dans ta zone, hein, gardien de but. Ah bah ouais, j'imagine. Donc il faut avoir des caractères bien trempés. Après, moi je te dis, j'ai connu des mecs très introvertis, très extravertis, etc. Mais voilà, c'est un poste à part, c'est sûr. Mais gardien de but au foot, c'est exactement la même chose. Gardien de but au foot, Donnarumma, là, tu vas te rappeler de la cagade qu'il a fait ou de la façon, il n'est pas sorti de son but contre, je sais pas, le dernier match de Dortmund. Bon, on se rappelle de sa cagade. Par contre, avançant qui a tiré 10 fois à côté du but ou qui a loupé une occasion en or. Bon, lui, il a plus un passe droit que ça. C'est à la fois, emballant parce que, encore une fois, puis après, quand t'as un poste, moi, quand je recrute des gamins, tu vois, par exemple, c'est un moteur, quand je repère des gamins, moi, par exemple, des gardiens de but, ce que j'adore, c'est que, d'abord, les gamins, il faut pas les spécialiser, par des petits ou des plus grands. Pas les spécialiser là, mais moi, je regarde, par exemple, le côté joueur, le côté tactique, c'est-à-dire que le jeune, tu vois, il va ouvrir un espace dans le but, puis il va le refermer tout de suite après, il va faire semblant de partir à gauche, puis il va partir à droite. Il y a un penalty, il va faire, je sais pas, il va se décaler, il va toucher son poteau. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, tu vois, c'est les trucs que je regarde en premier, c'est pas la technique. Moi, j'ai des gardiens de but qui ont déjà 3-4 ans de handball, ils ont une bonne technique, ils font la parade en bas, en plaçant la main par rapport à la pointe de pied, tatati, tatata. Ça, on s'en fout parce que la technique, ça s'acquiert. Le physique, ça s'acquiert. Par contre, l'intelligence de jeu, la lecture de jeu, tu regardes tous les plus grands. Si on prend le foot, par exemple, tu prends un mec comme Platini, c'est un mec qui a été refusé sur les centres de formation parce qu'il n'était pas physique.
Bon, le mec, il avait une place toute la carrière, il avait une main à la place du pied. Les Zidane, tout ce que tu veux, même maintenant, les meilleurs, là, c'est des types qui ont une lecture de jeu, qui analysent beaucoup plus vite que les autres, et puis qui donnent une réponse motrice la plus adaptée possible. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un très bon? C'est ça, hein, c'est cette lecture de jeu. Donc c'est ça qui va vachement bien aussi tu parles des gardiens de but. C'est que tu as un travail de lecture de jeu, de perception, enfin de choses comme ça, tu vois, qui sont avant dans ma jeunesse encore, c'était celui qui avait le moins de, souvent encore quelquefois dans les écoles, tu vois, c'est celui qui a le moins de capacité physique, le petit gros, le petit machin, etc., qu'on met dans le but. Et ça réussit jamais. Ça réussit jamais parce qu'il faut avoir envie. De toute façon, quand tu prends une bande de gamins, là, je sais pas, de 7, 8 ans, de 9 ans, et puis tu leur dis, ils vont tous dans le but, hein. Qui va dans le but? Ouais. T'en as 9 qui se précipitent dans le but. Et puis t'en as, comme je te dis, 9 qui veulent avoir le ballon. Ils font pas une passe, ils tirent, et tu vois, c'est ce que je te disais. C'est que c'est des postes qui sont très, c'est pour ça qu'il faut les faire passer, justement. Un jeune gardien, nous, ce qu'on fait, là, je parle plus jeune qu'au lycée, hein. Là, tu les fais à la fois jouer dans le champ, dans le jeu réellement, pour qu'ils aient des sensations aussi. Et puis de temps en temps, tu les fais passer à tour de rôle dans le but. Moi, j'avais fait une fois un entraînement au collège, je crois. On m'avait mis au goal. J'ai un pote qui me le raconte souvent et explique que j'arrêtais tout. Le coach, il voulait absolument que je revienne et tout. Et qu'en fait, moi, je voulais pas parce que ça faisait mal, quoi. Oui, alors, après, voilà. Mais c'est comme ça que tu décèles un bon gardien. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il arrête tout ou pas. Tu vois, qu'il soit sur les trajectoires, on va dire. Et puis, de toute façon, un gardien qui a peur, c'est autre chose, hein. Un gardien qui va cligner les yeux lorsqu'il va tirer, celui-là, je peux te dire qu'à 80, ça se répare pas. Il y a par là un gamin qui a une appréhension, dans le but, mais c'est pareil partout, hein, au foot, mais surtout au handball, parce que tu tires très près. Un gamin qui a une appréhension, jamais il pourra aller dans le but. Il faudra vraiment qu'il fasse un gros travail sur soi. Voilà. Donc, c'est plutôt dans les qualités, c'est plutôt des gamins qui sont comme téméraires, courageux, tu peux dire tout ce que tu veux, voilà, qui participent. C'est des leaders. L'avantage, je veux dire, gardien de but, c'est au handball, l'avantage, en texte 101, c'est que t'as pas le temps de tergiverser, hein. Ouais. Je pense que Neuer, quand il fait sa boulette, il doit peut-être rester je sais pas combien de temps, 4-5 minutes. Je peux te dire que ça sort pas d'esprit. Toi, au handball, tu prends que, de toute façon, comme je dis, pas moi, mes jeunes, hein, pour les sécuriser, hein, que t'aies pris un tir en pleine lucarne, venu d'ailleurs, stratosphérique, ou que t'aies pris une merde avec 3 rebonds qui te passent entre les jambes, c'est la valeur du point, c'est la même chose, hein. Quand tu marques un but, je leur dis, t'as pas de note artistique. Tu vois ce que je veux dire, ça? Après, c'est les supporters ou les commentaires qui font l'artistique. Mais ça vaut pareil, un but contre son camp, malheureusement, ça vaut autant qu'un tir reprise de volée à 30 mètres dans la lucarne. Donc, ce qu'il y a, c'est que justement aussi, c'est que t'as pas le temps, notamment au handball, vu la fréquence des tirs que tu vas avoir et tout, et c'est une des qualités qu'il faut avoir, c'est que t'as pas le temps de tergiverser, justement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, la qualité aussi d'un gardien de but, c'est de faire ou bien contraire. C'est-à-dire, il y a tellement de tirs au handball que c'est pas forcément le nombre de tirs qui compte. Des fois, tu vas avoir une perte, tu vas avoir, tiens, il a fait 40% d'arrêt, tatati. Bon, oui, c'est super. Et quelquefois, il faut peut-être mieux en faire moins et puis sortir les 3-4 ballons, les 3-4 ballons nécessaires qui te font gagner un match. Dans un money time, ce qu'on appelle maintenant communément le money time. Des fois, un arrêt est beaucoup plus important que la somme d'arrêts, tu vois. Bon, généralement, après, quand tu as un gardien de but qui fait beaucoup d'arrêts, on peut dire que ça rejaillit quand même sur la performance. Mais au Meyer, par exemple, ils ont été champions du monde. Je me rappelle qu'au Meyer, contre le Danemark, je sais plus quand est-ce que c'était, il n'a pas été bon du tout. Et Claude Onesta, le garde, ils font la prolongation et il garde au Meyer. Parce que dans sa tête, pour en avoir discuté, mais même avec, après lui-même, il a dit qu'au Meyer était tout à fait capable de faire pencher la balance. Même c'était Caraboué, je crois, deuxième gardien, qui était bon aussi, tu vois. Mais l'autre, il était surhomme, comme on dit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été très, très moyen, on va dire, par rapport à sa valeur pendant un match, pendant tout le match, plus une prolongation. Par contre, la dernière prolongation de 5 minutes, il a fait 3 arrêts extraordinaires. Et puis, grâce à ça, ils ont été champions du monde. Je vais juste écrire votre nom et celui de vos camarades des Barjots. Moi, c'est Pérez Frédéric. Je vais peut-être en oublier, mais bon, de la période. Donc, par exemple, si j'étais avec les gardiens de but, tu vois, t'avais Thibaut, tu avais Philippe Médard, qui était un très bon gardien, qui est décédé malheureusement, de mémoire, comme ça. Tu avais Alain Porte, avec qui, tu vois, j'ai fait une pige. Là aussi, c'était sympa parce que j'ai entraîné en étant adjoint, toujours en faisant mon métier, mais sur les périodes scolaires, tout ça, j'ai été détaché. L'équipe de France féminine, tu vois, de 93 à 96, juste avant Rio. Donc, ça, tu vois, bon, il y avait Alain Porte, il y avait Éric Quintin. C'est un ailier gauche, ça je te fais par poste, j'essaie de trouver ça. Tu avais Philippe Gardan, qui était pivot, avec Gaël Monturel, pivot aussi. Ensuite, ailier droit, tu avais Perreux Thierry, avec Denis Tristan. Après, tu avais Laurent Munier, Lolo.
Alors lui, c'était le plus farci des barjots. Hein. Si tu voulais avoir un barjot, celui-là, il avait peur de rien. Hein. Il avait peur de rien. C'est une anecdote, je sais pas si tu l'as eu cette anecdote. Et on est dans le village olympique, par exemple, tu vois. Et on joue l'Espagne. Et t'as la superstar espagnole, capitaine de l'équipe, Alemany s'appelait. Et Gardan était avec, je sais plus qui, avec Laurent Mullier en train de se balader dans le village. Et il voit cette star espagnole. Je me demande si ça avait même pas été le porte-drapeau, tu vois, de l'équipe d'Espagne, 92. Et Gardan, il commence à parler, puis tout d'un coup, il est à côté, il se retourne, et puis il voit plus Laurent Mullier. Tu avais Laurent Mullier qui avait chopé le capitaine de l'équipe espagnole, qui faisait une tête de plus que lui, par la manche, et il lui faisait signe en disant Mañana, demain, comme s'il lui passait le couteau sous la gorge, tu vois. Pour te dire un petit peu tu vois. Et le lendemain, tu joues contre l'Espagne, nous, on était fous. On était, mais attends, mais ça va pas, non, on joue l'Espagne, machin, demain matin, etc. Voilà. Là, c'est les fulgurances de certains barjots, tu vois. Par exemple, comme je te dis, qui avait peur de rien. D'ailleurs, le lendemain matin, on joue les Espagnols et on les bat chez eux. On les bat sur le match d'ouverture, tu vois. Et pour nous, c'était tout à fait normal qu'on les batte. Il n'y avait pas de surprise. Après, tu avais Laurent Mullier, tu avais donc Stocklin. Un peu compliqué comme nom, Stocklin qui était un arrière droit de très haut niveau. Ouais. Tu avais Philippe Debureau comme un bureau, qui était arrière droit. Tu avais t'avais deux stars en fait. T'avais Denis Latou, c'est vraiment des joueurs de très très haut niveau. Denis Latou. Tu avais Frédéric Vol sur la base d'arrière gauche. On doit peut-être arriver à 12-14, quelque chose comme ça. Si tu mets deux gardiens, et puis à chaque poste, ça te fait à peu près la même chose. Voilà. Et tu l'as en photo, ça après peut-être quelque part. Ouais, je l'ai sous les yeux, hein, tu tapes les Barjots 92, médaille de bronze, tu dois avoir les noms. Ceux que je t'ai dit, là, c'est sûr. Celui que vous avez pas dit, c'est Jackson Richardson. Jackson Richardson. Eh oui, putain, je l'ai oublié celui-là. Tu m'étonnes. Le Jackson Richardson, qui est arrivé de la Réunion 3 ans avant, qui était au bâton de Jainville et puis qui a complètement éclaté. Ouais, exactement, bien sûr. Comment l'oublier? J'étais sorti une faible. Donc voilà un petit peu le topo, quoi. Pour l'histoire même, tu vois, enfin je pourrais te raconter toute la vie, ça. C'est qu'on était un petit peu engoncés, même malgré une préparation spartiate, comme je t'ai expliqué, là, avec des stages très longs, très durs, etc. On est arrivé, je me rappelle, avant Barcelone, quelques mois avant Barcelone, un petit peu à saturation, comment te dire, pas végété, c'est pas le terme, mais tu vois, on avait une marge de progression, on stagnait. Et pour te dire, c'est qu'un jour, ça c'est typique des Barjots, c'est que à un moment donné, on avait un très bon joueur dans la préparation qui s'appelait Gilles Dereau, tu vois, qui est l'entraîneur d'Istres actuel et qui était un maître à jouer, un peu un stratège, tu vois, qui mettait des schémas de jeu, etc. Lui qui avait sa place dans n'importe quelle sélection, etc. Et Constantini, voyant que ça stagnait, il a laissé les clés du camion vraiment aux Barjots dont je t'ai parlé, là, Jackson Richardson demi-centre, Stocklin, Latou, Munier, Vol. Et il les a laissés, j'allais dire, jouer, entre guillemets. Là aussi, c'est un peu fort, mais à l'inspiration, tu vois. C'est-à-dire et c'est comme ça qu'on est reparti de plus belle, avec un jeu qui était beaucoup plus instinctif, un peu plus, tu vois, spontané, on va dire, au détriment d'un jeu un peu trop, pas prévisible, mais un peu trop court-circuité, tu vois, qui était un peu trop sur des schémas, ce qu'on appelle. Là, il y avait une partie donc, en gros, Constantini nous a amené jusqu'à un certain point, et puis après, c'est aussi l'équipe qui s'est pris vraiment en charge, tu vois, et qui a joué vraiment suivant ses forces, ses faiblesses, mais vraiment à l'instinct, quoi. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette rencontre avec Frédéric Pérez et le handball vous a plu. J'ai été touché par l'esprit de camaraderie qui avait l'air de régner sur cette belle équipe et qui a ouvert la voie aux glorieuses générations que nous avons connues ensuite. Vous pouvez découvrir d'autres histoires de médaillés olympiques sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le projet artistique amateur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast à vos proches et aux amoureux du sport, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble, pour votre temps et je vous dis à bientôt.